À la FASTEF, il est de tradition que tout sortant de la FASTEF est immédiatement affecté. Nous étant sortis de la FASTEF, on attend d'être affectés. Et cela tarde depuis 3 ans. Nous demandons nos affectations. Nous avions tout fait. On a rencontré des autorités, mais chaque fois, c'est les mêmes paroles. On en a marre de ces paroles. Nous voulons que ces autorités passent à l'acte. Notre interlocuteur très en verve n'a pas manqué également de dénoncer le comportement de la tutelle. Le ministre de l'Éducation, M. Serine Mbaye Thiam, avait pris l'engagement que nous serons affectés dès l'ouverture prochaine. C'est cette ouverture-là, 2015-2016. Jusqu'à présent, cela tarde à venir. Les autorités ne peuvent pas prendre des engagements et après reculer en arrière. Cela, ça ne peut pas continuer. Ces sortants de la formation privée de la FASTEF ambitionnent de durcir leur combat. Si la situation perdure, d'après leur coordonnateur, ses camarades comptent user de toutes les voies légales pour obtenir leur affectation. En attendant, la circulation est revenue à la normale. C'est là, grâce à l'intervention des services de l'ordre. Le ministère de l'Éducation nationale reste déterminé dans l'affaire des élèves maîtres accusés de fraude à l'examen d'entrée dans ce secteur de l'éducation. Il n'est pas question de les réintégrer selon les services de Serine Mbaye Thiam, lesquels qui comptent poursuivre la bataille judiciaire. Le dépôt d'un rabat devant la Cour suprême n'est pas exclu. On rappelle, c'est la Cour suprême qui avait invalidé cette décision du gouvernement et la juge Goudienne. Le soutien du président Macky Sall et des députés semble avoir dopé le ministre de l'Éducation nationale, Serine Mbaye Thiam, qui n'entend pas bouger d'un iota dans sa position de ne pas réintégrer les 690 élèves maîtres accusés de fraude au concours de recrutement. Même s'il prend acte de la décision rendue par la Cour suprême, le ministre persiste dans sa volonté de déposer un recours auprès de la haute juridiction par le biais de l'agence judiciaire de l'État. Nous allons le faire car nous sommes toujours dans les délais et un rabat d'arrêt est dans l'ordre du possible, martèle une source proche du ministère. Non sans préciser que l'arrêt de la Cour suprême annule l'arrêté du ministre mais n'a pas demandé la réintégration de ses élèves maîtres. Ces derniers, selon nos informations, ont été d'ailleurs remplacés depuis l'année scolaire écoulée. 690 candidats sur les 788 qui étaient sur la liste d'attente ont été pris pour leur remplacement et ces remplaçants sont devenus des maîtres et tiennent des classes depuis janvier 2015. N'empêche, les 690 élèves maîtres accusés de fraude continuent de crier à l'injustice et poursuivent le combat pour leur réintégration en soutenant que la justice leur a donné raison en annulant l'arrêté du ministre Serine Mbaye Thiam, lequel, selon eux, refuse de se plier à la décision de la justice. Les enseignements paralysés aujourd'hui dans les écoles publiques de Ziguinchor, ce sont les élèves du lycée Djignabo qui ont délogé leurs autres camarades des autres collèges. Ils ont décrété 24 heures de grève renouvelable. Le motif est assez insolite. Il y a un prof de philo qui n'explique pas bien les cours. C'est pour ça que les élèves ils sont en colère. Max Camfani. Après avoir décrété hier un mot d'ordre de 24 heures renouvelable pour décrier l'attitude d'un de leurs professeurs de philosophie qui, selon les élèves, n'explique pas clairement les cours et avoir en note pour soutenir leurs camarades de classe de terminale, les élèves du lycée Djignabo sont passés ce matin à un stade supérieur. En effet, ces derniers ont parcouru l'essentiel des collèges publics pour déloger leurs petits frères. C'est Malik Fall, Tete Djadjou, en passant par le CN de Sokopapaye et Bokot Sud, entre autres, tous ces établissements ont été paralysés par ce mouvement d'humeur des élèves du lycée Djignabo. Cependant, difficile de décrocher un porte-parole du côté des élèves grévistes pour connaître le vrai motif de cette grève. Quelques élèves rencontrés et qui n'ont pas voulu se faire enregistrer nous ont fait savoir qu'ils sont en manque de professeurs de philosophie et même certaines classes du lycée Djignabo n'ont jusqu'à ce jour pas de professeurs de PS, chose qui selon ces élèves est inadmissible surtout pour des classes de terminale, des motifs de grève qui cependant ne convainquent pas certains élèves qui nous ont soufflé que c'est juste un prétexte pour anticiper les congés de Noël. Certains élèves même nous ont confié ne pas savoir le motif exact de cette grève déclenchée par leurs camarades. Ziguinchor, Max Click Company, RFM. Midi 7, RFM, le grand journal, la suite. RFM, fréquence de modulation, 94.0, la radio en puissance. Les syndicats de Senelec se prononcent sur les factures impayées de plusieurs structures publiques et privées, comme les lieux de culte, entre autres. Le journal L'Observateur de ce matin révèle un chiffre de 50 milliards de francs CFA. Le Sutelec, la plus grande organisation de salariés de la Société nationale d'électricité, le Sutelec exige des mauvais payeurs de payer. Mohamed Ali Mouba. Sur les 50 milliards que Senelec réclame à ses créanciers, les mosquées et les églises figurent en bonne place.
Ces édifices religieux qui répondent des collectivités locales accumulent les factures impayées. Ce n'est pas normal, dénonce Momar Ndaou, le patron de Ascosen, une association consumériste. Oui, il faut payer l'électricité. Toute personne qui la consomme doit la payer, mais il faudrait qu'on voit qui paye pour qui. Et donc, pour moi, les collectivités locales ou l'État doit payer la facture d'électricité des gens. Mais les dettes que traînent ces édifices religieux ne sont rien comparées à ce que les collectivités locales elles-mêmes doivent à Sénélec. C'est pas moins de 35 milliards CFA de dettes, mais le maire de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Gueye, assure que les responsabilités sont partagées. Alors, le problème que nous avons très souvent avec la Sénélec, c'est le problème de cutis. Nous faisons les engagements et quand ça arrive à la perception, il est difficile à la Sénélec de rentrer dans ces fonds faute de cutis. La Sénélec réagit en procédant à des coupures de courant. L'autre problème que nous avons, c'est au niveau de la police d'abonnement. Au niveau de certaines écoles, nous avons des difficultés aussi. Et il m'a été rapporté souvent des factures très salées qui ne correspondent véritablement pas à la consommation de l'école. Mais évidemment, ça aussi, il y a du travail à faire, à notre niveau comme à leur niveau, pour voir effectivement qu'est-ce qu'il faut retenir à ce niveau-là. Du côté de Sénélec, le seul leitmotiv qui vaille, payer ce que l'on consomme, pas de dérogation. Le secrétaire général adjoint de Sutelec, Habib Aïdara. Il n'y a aucun client, qu'il soit édifice public, qu'il soit édifice religieux, ou autre, tous les clients de Sénélec doivent payer. Maintenant, aujourd'hui, les avis sont partagés. D'aucuns disent que c'est les institutions qui doivent payer, d'autres disent que c'est l'État, d'autres disent que c'est les institutions. C'est les collectivités locales, mais nous, on a contracté des polices d'abonnement avec chaque client. Et chaque client se doit de trouver les moyens de payer ses fonds d'abonnement. Au hit-parade des mauvais payeurs de Sénélec, l'Assemblée nationale, l'hôpital Fan, le Dantec règne sans partage. L'ensemble de ces structures sanitaires ont reçu une mise en demeure payée, sinon on coupe le jus. Et on parle d'eau potable. Il y a une discrimination dans la distribution au Sénégal. Ce sont des propos du maire de Sandiara, c'est dans le département de Mbour. Alors la mairie de Sandiara a décidé, avec ses propres moyens, d'injecter 100 millions de francs CFA dans un projet d'adduction d'eau. Bonne nouvelle, les premiers robinets, ils vont couler dans 4 semaines. Abdou Diouf. C'est une forme d'injustice qu'il faut réparer à tout prix, selon le maire de Sandiara. Serigne Gueye Diop dit ne pas comprendre qu'après plusieurs années d'indépendance, des populations puissent encore de l'eau des puits et des marigots. Il annonce 100 millions pour lutter contre la soif dans sa commune. C'est pas normal qu'au XXe siècle, qu'il y ait des villages dans ce pays qui vont encore puiser l'eau dans les pluies, dans les rivières, dans les séances. C'est un projet de 100 millions que nous allons dérouler sur les 3 prochaines années. Nous voulons que les 30 villages soient tous branchés au réseau de l'eau. Le manque d'eau potable est source de plusieurs maladies. Des mesures sont en cours. Des centaines de familles devraient avoir de robinets dans un mois, a dit le ministre conseiller du président de la République. Ce sont les causes des abibiases, des diarrhées, des dysenteries. Sans cette eau de bonne qualité, on ne peut pas avoir la bonne santé. Et nous allons installer 5 km de réseau, c'est le premier projet, brancher 200 à 300 familles de Sandiara avec des branchements gratuits, ils n'auront rien à payer. Beaucoup de villages vont bénéficier de forages pour développer le maraîchage. Selon lui, c'est une contribution à la lutte contre l'exode rural et pour l'autosuffisance alimentaire. On veut faire 24 forages fonctionnels dans les villages de Sandiara. Cette eau doit servir non seulement à l'alimentation humaine, mais aussi à l'alimentation animale, mais également à l'agriculture. Et je crois que ce n'est que ça qui nous permettra d'occuper nos paysans 12 mois sur 12. Il faut travailler 1800 heures pour s'enrichir. Serigne Diop a remis du matériel et de la tuyauterie aux services compétents. Le tout estimé à 20 millions sur fonds propres. 5 km de réseau d'adduction d'eau vont être réalisés. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. L'accès à l'eau potable est un problème aussi pour Missira. Les habitants de cette localité de la région de Fatick viennent de tenir une assemblée générale. On a aussi parlé du danger sur le pont qui mène à Missira. Il risque de s'effondrer. Aminata Goudiaby. Fabseydou Dianko, encore choisi pour diriger la gare routière de Karang. Il remplit ainsi pour un 4e mandat de 5 ans et invite ses camarades. Aminata Goudiaby, ce sera pour une prochaine fois. Midi 12, le nouveau visage de Tivaouane à presque une semaine du Maoulid, la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Les pèlerins Tidianes vont découvrir de nouvelles infrastructures comme la nouvelle esplanade des mosquées ou encore un complexe multifonction qui a déjà été mis en service. Des bijoux du programme de modernisation de la ville de Tivaouane, programme de l'État sénégalais. Notre correspondant, cher Anta Diop.
Maçons, peintres, techniciens sont tous mobilisés pour les derniers réglages avant le jour J. Exactement. Mais au-delà de l'événement touristique, ça donne à la ville une infrastructure d'événements. Tout va être équipé, équipé en mobilier, climatisé et tout. On a l'infrastructure et pour l'événement et pour l'accueil. Abdoulaye Rokhaya-Wane, le représentant du Khalife général des Tidianes au programme spécial de Tivaouane, nous sert de guide. Ici, les infrastructures mises en œuvre pour l'essentiel sont réalisées. Nous avons à l'intérieur du programme de modernisation ce qu'on appelle le projet spécial du président de la République. Et ce sont des choses qui vont être livrées, une fois encore, totalement terminées et équipées avant le Gamou. Pas de doute, ni de souci. Toutes ces infrastructures seront inaugurées par le chef de l'État. Satisfaction chez les populations et le comité d'organisation. Nous sommes très contents d'abord parce que les choses sont effectivement livrées. Nous sommes contents aussi parce que nous avons des infrastructures qui sont de taille à ce que nous voulions. Nous avons un complexe multifonctionnel qui comprend une salle de conférence totalement équipée avec un auditorium de 520 places, 2 autres salles de séminaire, une salle des banquets de 200 places, une bibliothèque dans ce complexe multifonctionnel, une vingtaine de suites pour recevoir des autres. Ça, c'est totalement terminé. En attendant le Gamou prévu le mercredi 23 décembre, le chef de l'État va inaugurer ses infrastructures ce samedi. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, la radio de toute l'actualité. Aussitôt le travail commence pour le nouveau patron de l'armée à Kaolack et environ. Le colonel Antoine Thomas Coré a pris fonction comme nouveau commandant de la zone militaire numéro 3. Premier chantier, la lutte contre le terrorisme, Ibrahima Djamich. La zone militaire numéro 3 installe ainsi son tout nouveau comme zone le colonel Antoine Thomas Coré, une installation dans la solennité. Dans son discours, le commandant affichait sa ferme volonté de lutter contre le terrorisme en passant par l'anticipation et la collaboration avec les populations. Nous pourrons nous développer qu'en aimant notre pays, en étant prêts de se sacrifier pour notre pays et dire qu'on s'inscrit également dans l'anticipation, c'est important. Nous n'attendons pas que l'ennemi tombe sur nous. Donc ça veut dire qu'il y a du renseignement et il y a surtout de l'anticipation, c'est important. Donc, et le dernier appel que je veux faire, c'est par rapport à la population. La menace principale, c'est le terrorisme aujourd'hui, particulièrement dans la région de Kaolack où il y a eu des arrestations qui ont été opérées dans Kaolack. Donc, elle est là, mais demandons à la population de participer. La sécurité commence par eux, elle finit par eux. Nous sommes les techniciens et nous allons tout faire pour les sécuriser au maximum. C'est après presque 3 mois de service dans la zone que le colonel Antoine Thomas Coré a été officiellement installé à la tête du commandement de la zone militaire numéro 3 en remplacement de Cheikh Tidiane Boch. Entre-temps, il a mené des opérations qu'il appelle opérations de nomadisation sur un rayon de 320 km, cela dit-il pour rassurer les populations. Midi 16 et maintenant les relations Sénégal-République démocratique du Congo. Les opposants et membres de la société civile de RDC qui séjournent à Dakar depuis plus d'une semaine, ils sont presque tous rentrés. Ces adversaires du président Joseph Kabila participaient à un forum sur l'île de Gorée, rencontre organisée par une ONG allemande et à laquelle participait le mouvement sénégalais Y en a marre, suffisant pour mettre en colère Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Lambert Mende, vous l'avez entendu sur notre antenne, il déclarait que le Sénégal accueillait ainsi une réunion pour déstabiliser la RDC. Le gouvernement sénégalais avait démenti par la voix du ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. L'attitude du Sénégal, justement. Il y a moins d'une semaine, Dakar a refoulé l'opposant gambien Cheikh Sidi Abayo. Et c'est très courant, les adversaires de Yaya Jammeh ne sont pas les bienvenus au Sénégal. Et pourtant, le gouvernement de Macky Sall accepte le séjour d'opposants congolais. Le commentaire de Yoro Mangara. Le gouvernement du Sénégal a refoulé vers Paris le 11 décembre dernier l'opposant gambien Cheikh Sidi Bayo. C'était le cas également il y a un an, le 29 décembre 2014. À l'époque, le porte-parole du gouvernement du Sénégal, Oumar Youm, disait, je cite, « Les autorités sénégalaises souhaitent ainsi faire respecter les règles de courtoisie internationale, règles qui interdisent, selon lui, aux États d'accueillir des personnes ayant un comportement déstabilisateur envers un autre État. » On se demande donc en quoi la présence de Bayo sur le sol sénégalais peut-elle déstabiliser la Gambie, même si l'homme avait revendiqué le putsch manqué du mois de décembre 2014. On a plutôt l'impression que le Sénégal
cherche plus à faire plaisir à Yaya Jammeh, le président gambien qui avait qualifié le Sénégal de mauvais voisin lors du 50e anniversaire de l'accession à l'indépendance de son pays. Pour Yaya Jammeh, le Sénégal héberge ses pires ennemis. Et ce même Yaya Jammeh n'a aucun respect pour nos institutions. Il ne rate aucune occasion pour tirer sur nos dirigeants. Pendant ce temps, une quarantaine de Congolais se réunissent à Dakar. Le gouvernement de la RDC a pourtant fait part de son mécontentement à l'égard du Sénégal qui accueille l'événement. Pour Kinshasa, l'opposition congolaise planifie à Dakar des manifestations de rue. Et pourtant, aucune expulsion n'a été notée. C'est ce qu'on appelle du deux poids, deux mesures. Encore une incohérence de la diplomatie sénégalaise. L'actualité internationale. Sorna Natambaye, bonjour. Bonjour. La lutte contre le terrorisme, l'Arabie Saoudite qui met en place une grosse coalition. Une coalition islamique antiterroriste, celle-ci regroupe 34 pays, dont le Sénégal, placé sous la conduite de l'Arabie Saoudite. La coalition sera dotée d'un centre de commandement basé à Riyad pour soutenir les opérations militaires. Selon le ministre saoudien de la Défense, Mohamed Ben Salman, cette nouvelle alliance témoigne du souci du monde islamique à combattre le terrorisme. La coalition islamique antiterroriste n'est pas seulement là pour l'État islamique, mais pour toute autre organisation terroriste. Le Mali à présent, l'hôtel Radisson, le célèbre hôtel Radisson qui reprend du service aujourd'hui. Et cela une vingtaine de jours après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 21 personnes. Pour commencer, les murs ont été refaits, la peinture également. Par ailleurs, il y a un nouveau dispositif sécuritaire. Des portails métalliques ont été installés. Il y aura aussi, avant d'entrer, un scan bagage, contrôle de voiture, bureau de sécurité, vidéosurveillance, portique pour laisser passer les clients. D'après le directeur de l'hôtel, des barrières en fer forgé seront montées sur tous les murs extérieurs sur une hauteur de 2 mètres. Parmi les victimes de l'attaque figurent 3 employés de l'hôtel, donc certains salariés ont demandé encore un peu de temps avant la reprise. Le Nigeria, les violences sectaires dans le centre du pays. Et 14 personnes tuées, dont 12 femmes et 2 enfants. Des hommes armés ont ouvert le feu dans un village de Jos. Selon l'armée, il s'agit de représailles après la mort de 2 bergers tués dans une attaque survenue vendredi dernier contre une autre communauté. Les violences mortelles entre les chrétiens et les musulmans ont duré plus d'une décennie à Jos, une ville caractérisée par une diversité religieuse et ethnique. À côté au Niger, une enquête ouverte après l'attaque du siège du parti au pouvoir. Des hommes armés ont ouvert le feu sur le bâtiment et blessé un policier. Selon les premiers éléments de l'enquête, 16 douilles ont été trouvées sur place et les assaillants ont été divisés en 3 groupes. Le premier groupe, dont les assaillants étaient habillés en tenue treillis, a pris position non loin du siège du parti. Le deuxième groupe à bord d'une moto et le troisième à bord d'une voiture noire qui s'est positionnée à l'angle contigu au siège. Ce n'est pas la première fois que les locaux du parti au pouvoir sont attaqués. Fin janvier, lors des émeutes qui ont suivi les attentats de Charlie Hebdo en France, les sièges d'Agadez, de Zender et de Niamey avaient également été pris pour cible. À l'époque, la direction du parti avait dénoncé une action à motivation politique. Le Burundi, sans doute le dialogue seule issue pour sortir le pays de la crise. En tout cas, la communauté internationale a multiplié les appels et surtout les 3 jours surtout après les 3 jours de violence qui ont fait près de 90 morts. Pourtant, la médiation ougandaise supervise des négociations depuis juillet dernier et avec des résultats très peu satisfaisants. Mamadou Mohamed Ndiaye. Les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont rassemblés ce lundi à Bruxelles. Et bien que la question ne figurait pas à leur ordre du jour, ils ont évoqué les violences au Burundi et la nécessité d'agir pour qu'elles cessent, avec en particulier une coordination des membres européens du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, plaidant pour le déploiement d'une force régionale au Burundi, a affirmé à l'issue de la réunion la haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne, Federica Mogherini. Selon elle, l'urgence est au lancement de la médiation ougandaise que les Européens veulent soutenir et se dit prêt à apporter une aide financière au processus. Voilà, Babacar, c'est tout. Sorna Natambaye, les actualités internationales. Merci. Midi 22, le grand journal Les Sports. Tout de suite, Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Babacar. Et du basket pour commencer. Les entraîneurs sénégalais qui lancent leur association. Oui.
une association nationale qui regroupe les entraîneurs du Sénégal. L'objectif, c'est donc d'échanger, mais également de renforcer les uns et les autres pour enfin mettre en place un basketball sénégalais fort de la base au sommet. Le président de l'association, Moustapha Gaye, invite tous les acteurs du basket à venir au lancement des activités dimanche prochain au stade John Marius Ndiaye. Nous l'écoutons, Moustapha Gaye. Cette rencontre, nous l'avons programmée pour lancer effectivement nos activités. C'est l'association sénégalaise des entraîneurs de basket qui existe depuis longtemps, depuis quelques dizaines d'années, qui est en léthargie et que nous voulons redynamiser cette année. Donc, vraiment, c'est un prétexte pour parler, c'est vrai, un peu de basket, des basket passés, masculin et féminin, mais aussi rassembler tous les entraîneurs autour d'une discussion qui se veut conviviale et constructive dans l'avenir du basket sénégalais. En réalité, nous appelons tous les entraîneurs dimanche à venir autour de l'association pour un peu être une force de construction, un partenaire pour le développement du basket sénégalais. Donc nous voulons vraiment appeler tout le monde vers autour de l'idéal qui est de mettre les entraîneurs autour d'une association forte qui va contribuer avec la fédération, avec l'État du Sénégal, avec tout le monde pour le devenir de notre basket sénégalais. Coach Moustapha, comment avez-vous également apprécié la décision de la direction technique de mettre fin au contrat qui vous liait avec l'équipe nationale féminine? Pour moi, c'est une chose normale. Je pense que tout le monde a choisi son attelage. Donc tous les entraîneurs ont été informés qu'il n'y a plus de direction technique. D'ici le mois de janvier, il va lui faire ses consultations et donner ses entraîneurs. Donc c'est une chose normale, normale. Maintenant, si on est reconnu, tant mieux. Si on ne l'est pas aussi, on va continuer à travailler pour le développement du basket. On enchaîne la lutte avec frappe. Les amateurs de ce sport se prononcent sur le tournoi des 4 grands tournois qui ne rencontrent pas toutes les adhésions. Toutes les adhésions, justement, ils veulent que le CNG soit impliqué pour l'organisation d'un tournoi qui aura pour objectif de désigner le roi des arènes. Pour Adam Bop, le CNG est incontournable. C'était même au CNG d'organiser un tel tournoi, puisque les moyens ne suivent pas. Les promoteurs doivent travailler en étroite collaboration avec le comité national de gestion pour la désignation du roi de notre sport national. Adam Bop est le secrétaire général de l'Association nationale des amateurs de lutte du Sénégal. Il faudrait que les promoteurs s'approchent du CNG, discuter avec le CNG pour pouvoir organiser ce tournoi. Parce que organiser un tournoi, ensuite désigner le roi de l'arène sans l'aval du CNG n'a aucun sens. D'où que le CNG, à qui on a confié l'organisation de la lutte, n'a pas les fonds nécessaires pour l'organiser, moi je pense que si un ou deux privés veulent le faire, ils doivent le faire en concertation avec le CNG à qui on a confié l'organisation de la lutte. C'est pas difficile. On ne peut pas être plus réaliste que le roi. Et puis tir et football pour finir ce journal des sports, Manal. Tir avec le bilan de la participation du Sénégal aux derniers championnats d'Afrique qui sont déroulés au Caire. Le Sénégal est rentré avec près de 6 médailles, mais pas une qualification pour les prochaines Jeux olympiques. Mais pour Mamoudou Ba, l'absence d'infrastructures de qualité est à la base de cette section. On peut parler d'échec. Mamoudou Ba est le président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse. Nous avons pu ramener 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Beaucoup de pays ont énormément travaillé parce que de plus en plus, on a eu à constater que le niveau est extrêmement élevé. C'est un niveau à la limite mondiale. Et c'est ici que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons du travail, des infrastructures très très modernes. Et je pense que cela, évidemment, a beaucoup joué. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, impatient de rencontrer Monsieur le ministre Matarba pour finaliser le projet du centre de tir de Diamniadio pour véritablement arriver à un niveau mondial, je dirais plus niveau africain, mais niveau mondial. Parce qu'au niveau africain, c'est vrai que nous n'avons pas eu de médaille d'or. Nous ne sommes pas aussi mal dans les disciplines dans lesquelles nous évoluons, je précise. On a fait ce qu'on devait faire en tout cas. On a participé honorablement et nous sommes revenus, comme je l'ai dit tantôt, avec donc 6 médailles au total. Et pour les amateurs de football, on met fin à la 4e journée de la Ligue 1. Cet après-midi à Demba Diop à 15h, l'équipe du Port Autonome de Dakar joue contre Marguerite. À 17h, la Renaissance de Dakar joue contre la AS Pikine Babacar. Merci Malal.